Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on plonge dans quelque chose de vraiment central au Maroc, hein, la taille. Impossible d'imaginer un foyer marocain sans ce thé à la menthe, n'est-ce pas? Absolument. Pour accueillir, pour le petit déjeuner avec du pain, de l'huile d'olive, il est partout, tout le temps. Exactement. Mais la question qui me taraude, c'est comment cette plante, qui vient de Chine à l'origine, a pu devenir si essentielle ici, presque sacrée, on pourrait dire. D'où elle vient cette histoire d'amour, en fait? C'est une excellente question. Comment une habitude venue d'ailleurs s'intègre à ce point dans l'identité même? C'est une histoire fascinante hein, et parfois assez surprenante. On va essayer de décortiquer ça. Notre mission, si on l'accepte, c'est de comprendre cette transformation. On va démarrer avec une anecdote, une histoire d'origine, bon, probablement un peu arrangée, mais très révélatrice. Puis on suivra le parcours plus historique, l'arrivée réelle du thé, comment il a été adopté par l'élite, puis comment il s'est diffusé, partout, dans toutes les couches de la société, pour finir par son intégration culturelle, comprendre comment l'athé est devenu l'athé marocain. Prêt? Allez, c'est parti. Alors on remonte le temps, direction Safi, au XVIIIe siècle, les années 1700. On raconte qu'il y avait là un jeune prince alawite, curieux, attiré par la nouveauté. Ah, la curiosité princière, ça mène souvent à des histoires. Tout à fait. Il entend parler des fêtes assez animées, apparemment dans une taverne tenue par un Français dans le quartier européen. Ça l'intrigue. Et il y va, j'imagine, malgré les interdits potentiels. En douce, oui. Une nuit, il y va. Et là, c'est l'ambiance festive, la musique et tout le monde qui boit cette espèce de boisson rouge. L'alcool, quoi. Le jus des chrétiens, comme on disait. Forcément, ça pique sa curiosité. Il goûte, bon, le goût apparemment, c'était pas fou au début, mais l'effet est là. Et une gorgée en appelle une autre. Le début de l'engrenage, l'addiction. C'est ça. Le prince, il sombre. Il néglige ses obligations et forcément, la rumeur arrive jusqu'au Marzen, au palais. Et le scandale, c'est quand il entre ivre à la mosquée. Ah oui, là, ça dépasse les bornes pour l'époque. Carrément. Son père, le sultan, est furieux, mais aussi désemparé. Il essaie tout, le sermonner, le punir, l'emprisonner même. Il consulte des sages, des médecins. Rien n'y fait. Une situation bloquée qui met en péril l'image du pouvoir. C'est là qu'intervient un élément extérieur. Un médecin anglais, qui se trouve à Tanger, est appelé à la rescousse. Il vient à Safi avec un confrère marocain. Mission, guérir le prince. Le recours à l'expertise étrangère déjà. Et l'anglais, il a une idée pragmatique. Remplacer la boisson haram, l'alcool, par une boisson halal, permise. Une boisson qu'il connaît bien, populaire en Angleterre, le thé. Préparation simple, du thé, de l'eau chaude, du sucre. Une substitution logique, sur le papier, mais on est loin de la taille qu'on connaît. Exactement. Le médecin marocain, lui, il goûte cette mixture anglaise. Il trouve ça correct, mais bon, pas adapté au goût local. Un peu fade, quoi. Il manque quelque chose. Voilà. Alors il reprend la base, le thé, mais il change tout le reste. Beaucoup plus de sucre déjà. Ensuite, il ajoute de la menthe fraîche, l'ananas. Et surtout, l'étape clé, il fait bouillir, il infuse longuement le tout sur un mjimar, un petit brasier. Le fameux tachéar. La méthode marocaine par excellence. Et pour que ça marche avec le prince, ils sont malins. Ils recréent l'ambiance de la taverne. Musique, chanteur de Maloun, tout pour lui rappeler le contexte festif qu'il aimait. Une mise en scène pour l'aider à switcher. Le prince goûte cette nouvelle boisson, préparée à la marocaine, et là, coup de foudre. Il laisse tomber l'alcool pour cet athée nouveau genre. Le sultan, hyper intrigué par cette guérison miracle, goûte aussi, il est séduit, et hop, il déclare l'athée boisson officielle de la cour. Bon, c'est une histoire magnifique, hein? Presque trop belle pour être vraie d'ailleurs. Trop belle. Tu penses que c'est inventé? C'est... très probable, oui. C'est sans doute une construction, une légende qui a émergé au XVIIIe siècle. Mais pourquoi inventer ça? Quel intérêt? Il y a plusieurs objectifs possibles en fait. D'abord, ça permet de créer un récit national fort autour de l'athée, de lui donner une sorte de légitimité historique, émotionnelle. Ça l'ancre dans l'histoire royale. D'accord. Ensuite, et c'est peut-être le plus important, cette histoire, elle met en avant et elle codifie la méthode marocaine. Beaucoup de sucre, la menthe et surtout le tachra.
Ça distingue clairement la thé marocain d'autres façons de boire le thé. Ça définit notre thé. Exactement. Et ça l'associe à des valeurs positives, la fête, la convivialité, mais aussi la guérison d'un problème social, l'alcoolisme, et surtout l'approbation du sommet, du sultan. C'est une légitimation par le haut. Donc, c'est plus qu'une simple histoire, c'est comme une sorte de charte de naissance culturelle pour la thaï marocain. On peut le voir comme ça, oui. On peut même penser que cette forme spécifique de la thaï, sa préparation, son rituel, c'est une création assez consciente, liée au marzen, au pouvoir central, probablement sous le règne de Mohamed III, justement. Intéressant. Même l'esthétique du service traditionnel, tu vois, le plateau en métal ciselé, la signa, les petits verres colorés, les kisanes, la théière ouvragée, le bérad, tout ça, ça évoque une origine noble, un cérémonial de cour. Une invention marzénienne, donc pour la thaï telle qu'on le boit aujourd'hui. Fascinant. Mais alors, si cette histoire est un peu enjolivée, disons, quelle est la vraie histoire? Comment le thé est-il vraiment arrivé au Maroc? Alors, la réalité historique, elle est moins romanesque, c'est sûr, mais elle nous apprend beaucoup sur les échanges culturels commerciaux. On sait que le thé, la plante, vient de Chine. Sa consommation là-bas, c'est très ancien. Puis ça s'est répandu en Asie, Corée, Japon, vers le 7e, 8e siècle. Et ça arrive aussi dans l'est du monde musulman assez tôt, dès le 9e siècle, c'est ça? Oui, voilà. Le thé circule dans une partie du monde musulman bien avant d'arriver au Maroc. L'Europe, elle, le découvre beaucoup plus tard. D'abord les Portugais au XVIe, puis surtout les Hollandais, qui l'introduisent en France et en Hollande vers 1630-1640. Et les Anglais qui en deviennent fous un peu après? Exactement. À partir de 1662, avec la reine Catherine de Bragance et la Compagnie des Indes orientales, le thé devient une affaire britannique. Mais alors le Maroc dans tout ça? Pourquoi ce retard? On fait partie de ce monde musulman où le thé circule depuis le 9e siècle. Pourquoi il ne s'implante pas avant le 17e? C'est ça, le paradoxe marocain. Pendant des siècles, le Maroc reste à l'écart. Les toutes premières traces sérieuses, on ne les trouve que vers le milieu du XVIIe siècle, aux alentours de 1640. Et au début, son usage est très limité. Limité comment? C'était quoi? Au départ, il est surtout vu comme un médicament potentiel. Il est utilisé, mais vraiment avec parcimonie, par les sultans saadiens, puis les premiers alaouites. On en trouve aussi des traces chez quelques groupes très spécifiques. Lesquels, par exemple? Certains corsaires de Salé ou de Rabat, par exemple, qui avaient des contacts plus fréquents avec l'Europe, ou alors quelques membres étrangers de la cour, donc la première phase, disons, de 1640 jusqu'à 1720-1725, c'est vraiment un usage médicinal ou très élitiste. Pas du tout une boisson de plaisir répandue. D'accord. Et comment on passe de ce statut de remède potentiel à celui de boisson de cour, de boisson de prestige? Le changement, il s'amorce vraiment à partir de 1727. Le thé est toujours un produit rare, donc cher. Et il commence à être utilisé comme cadeau diplomatique. Ah, Un produit de luxe qu'on offre. exactement. Les ambassadeurs européens, ils offrent du thé aux grands personnages du Maghreb. Et c'est là, dans cette élite politique administrative, qu'on commence à l'apprécier pour son goût, comme une boisson agréable, un signe de distinction. Il commence à gagner ses galons, en quelque sorte. Il y a même un poème de cette époque, je crois, d'un médecin de la cour, Adrak. Oui, Abdalwahab Adrak. Il écrit un poème où il loue le plaisir de boire du thé. Il dit quelque chose comme « Nous en avons siroté des coupes jusqu'au soir, nos âmes en furent réjouies ». Ça montre bien que le statut a changé. Ce n'est plus juste un médicament. C'est devenu un plaisir. Voilà. Et celui qui va vraiment l'institutionnaliser, c'est le sultan Mohamed III. Il règne de 1757 à 1790. C'est lui qui décide d'en faire la boisson officielle de la cour alaouite. Et pourquoi? Qu'est-ce qui le motive? Il y a probablement plusieurs raisons. D'une part, une volonté de marquer une identité culturelle propre au Maroc face à l'Empire ottoman voisin. Ah oui, la rivalité culturelle avec les Ottomans. Exactement. Les Ottomans, c'était plutôt le café, leur boisson emblématique. Adopter et promouvoir le thé, c'était une façon pour la cour marocaine de se distinguer et d'affirmer sa singularité. Une sorte de soft power avant l'heure, hein, par la boisson. On peut dire ça. Et d'autre part, et là on rejoint un peu l'histoire du prince, même si elle est légendaire, il y avait sans doute une préoccupation réelle face à la consommation d'alcool importé. L'alcool des chrétiens. Oui, ça se répandait, ça posait des problèmes moraux, sociaux. Promouvoir la thaï, c'était offrir une alternative halal, licite, et en plus valorisée par le sultan lui-même. Une boisson saine, conviviale et approuvée par le pouvoir. Donc le Maghreb ne s'est pas contenté de l'adopter, il l'a activement promu.
Oui, et il a même créé tout un cérémonial autour. On sait qu'il existait à la cour des Anathamalandatai. C'était des officiers de bouche spécialisés, des experts en préparation du thé. Des maîtres de thé, en quelque sorte. C'est ça. Il y avait un rituel très précis, un appel lancé Maratan Sidi, qui veut du thé, monseigneur. La réponse des spécialistes, Naam, oui. Et la préparation immédiate, puis la présentation au sultan selon des règles strictes. Ces rituels ont d'ailleurs perduré assez longtemps, jusque dans les années 1950, paraît-il. Impressionnant. Une fois que la taille est bien installée à la cour, comment il fait pour descendre vers le reste de la population? Ça n'a pas dû se faire en un jour. Non, pas du tout. La diffusion a été assez lente au début et elle s'est faite par étapes. D'abord, il y a eu un effet d'imitation sociale. Classique. Oui, la haute société, les notables des grandes villes, ils ont voulu imiter les habitudes de la cour pour montrer leur propre statut, leur raffinement. Le prestige, ça attire toujours. Mais j'imagine que le prix restait un gros frein pour le commun des mortels. Ah oui, complètement. Le prix a dû baisser un peu, mais ça restait une denrée chère, pas du tout accessible à la majorité des gens. J'ai un chiffre qui parle bien. Vers 1840, on estime les importations annuelles de thé à 18 000 kilos seulement. Pour tout le Maroc? Qu'on estime la population à environ 4 millions d'habitants. Ça fait à peine 4,5 grammes par personne et par an. C'est ridicule. Une goutte d'eau, littéralement. Voilà. Et cette consommation, elle était concentrée dans les grands ports. Tanger, Rabat, Essaouira, Larache, là où il y avait le plus d'échanges. Donc une boisson hyper élitiste, très localisée. Qu'est-ce qui va vraiment changer la donne et le rendre plus populaire? Le grand tournant, c'est le milieu du 19e siècle. C'est l'époque de la signature de traités commerciaux, notamment avec la Grande-Bretagne. Ces traités, ils vont ouvrir le Maroc beaucoup plus largement au commerce international. Et donc aux importations de thé. Exactement. La conséquence directe, c'est une arrivée massive de thé sur le marché marocain. Et qui dit arrivée massive dit Chute des prix? chute spectaculaire des prix. Et là, ça change tout pour la diffusion. L'économie qui vient booster la culture en quelque sorte. Et comment ça se passe concrètement, cette diffusion? Ça s'accélère. Ah oui, ça s'accélère de manière exponentielle. Après ces traités, le thé commence vraiment à être adopté par les habitants des grandes villes. D'abord pour les fêtes, les mariages, les grandes occasions. Ils gardent cette image un peu festive, héritée de la cour. D'accord, pas encore le quotidien, mais ça se répand. Puis, à partir des années 1860, ça commence à toucher les petites villes et même les campagnes, qui sont proches des centres urbains. Ensuite, vers 1880, on le trouve dans des villages plus éloignés et même dans les régions sahariennes. Et les régions montagneuses, souvent les dernières à adopter les nouveautés? Elles sont touchées au tout début du XXe siècle, dans les années 1900. C'est aussi à ce moment-là, d'ailleurs, que la méthode marocaine, le tachar, avec la menthe et le sucre, commence à influencer les voisins algériens et tunisiens. Ah oui, on exporte notre savoir-faire. En quelque sorte. Et pour te donner une idée de l'explosion, on passe de 31 000 kilos importés en 1862 à près de 3 millions de kilos en 1908. Attends, de 31 000 à 3 millions. Oui. C'est multiplié par 100 en moins de 50 ans. C'est juste énorme. Et c'est colossal, oui. C'est pour ça qu'on dit parfois, de manière un peu imagée, que Lataï a conquis le Maroc avant les Français. Cette conquête culturelle et commerciale, elle a été fulgurante à la fin du 19e siècle. Une vraie déferlante. Mais si je comprends bien, même avec cette explosion, tout le monde n'y a pas eu accès en même temps. Les plus pauvres, par exemple. Non, effectivement. La démocratisation totale, elle prend encore du temps. Il faut attendre les années 1920, voire 1930, pour que la thé devienne vraiment une boisson quotidienne, accessible même pour les classes populaires urbaines les plus modestes. Et dans les campagnes reculées? Encore plus tard. Pour les habitants les plus pauvres des campagnes isolées, son adoption vraiment massive, c'est plus qu'aux les années 1940. C'est finalement très récent, hein. Ça fait moins de 80 ans par rapport à aujourd'hui, en gros. C'est assez fou de réaliser ça. Cette boisson qui nous semble tellement ancestrale pour une bonne partie de la population, elle n'est entrée dans le quotidien que depuis moins d'un siècle. C'est ça. Cette histoire qui est finalement assez rapide et récente, elle contraste beaucoup avec la perception qu'on en a aujourd'hui, d'une tradition immémoriale. D'ailleurs, cette adoption, elle ne s'est pas faite sans quelques débats au début. Ah bon? Il y a eu des résistances. Des gens qui n'en voulaient pas. Au début, oui, il y a eu des réticences, surtout de la part de certains savants religieux, les foukas. Certains se sont montrés méfiants, voire carrément hostiles. Et pourquoi? Qu'est-ce qu'ils lui reprochaient? Ils le jugeaient parfois haram, interdit, ou au moins makruh, déconseillé. Les arguments, c'était quoi?
Le risque d'addiction, qui pouvait détourner de la prière, le coût aussi, jugé excessif, du gaspillage d'argent, et puis le temps passé à le préparer et à le boire, du temps perdu pour des choses plus utiles selon eux. Il y a un certain Ahmad ibn al-Mukhtar qui a dit « Ce qui mène au haram est haram ». L'idée que ça pouvait entraîner des dérives. Une vision assez rigoriste. Mais tout le monde ne pensait pas comme ça, j'imagine. Non, en rejoint pour la taille. D'autres savants l'ont défendu. Suleiman al-Hawat, par exemple, a écrit que c'était une boisson licite, ni vin, ni alcool, plus douce et agréable. Il insistait sur le fait que ce n'était pas enivrant, que c'était juste agréable. Finalement, ce sont eux qui ont eu gain de cause. Et qu'est-ce qui a fait pencher la balance en faveur de la taille? Plusieurs choses. D'abord, le soutien du Makhzen, qui voyait un intérêt culturel, social et peut-être même politique. Ensuite, les intérêts économiques, évidemment. Les négociants, européens et marocains, qui poussaient à la consommation. Et puis, tout simplement, l'adhésion populaire. Les Marocains ils ont kiffé la taille, quoi. Justement, parlons-en de cet engouement populaire. Au-delà du prix qui baisse et du prestige de la cour, qu'est-ce qui a fait que les Marocains ont tant aimé cette boisson? Pourquoi ça a si bien marché? Alors, il y a un cocktail de raisons, je pense. Premièrement, oui, ce prestige initial, l'imitation de la cour, ça a joué un rôle durable. Deuxièmement, la baisse des prix, on l'a dit, ça l'a rendu accessible. Troisièmement, et c'est peut-être le plus important, la convivialité. Ah oui, le rituel social. Exactement. La préparation, le service, c'est un moment de partage. Le bruit des verres qu'on remplit, qu'on vide pour aérer. Le tkarkib, c'est presque une musique sociale, tu vois. Partager le même plateau, la signa, boire dans les mêmes verres, les kisanes, ça crée du lien, c'est très fort. Il y a aussi l'énergie que ça donne, non? Le sucre? Ah oui, très important. Dans une société où le travail physique était souvent rude, cet apport d'énergie rapide grâce au sucre, c'était très apprécié. Et puis, la taille, il a aussi joué un rôle de doigt, de complément alimentaire. On appelle ça le douaïs. Le douaïs? Oui, c'est ce qui accompagne le pain. Avec juste un bout de pain et un peu d'huile d'olive, un verre d'ataï bien sucré, ça pouvait faire un petit repas. Ça câlintait l'estomac, surtout quand les temps étaient durs. Il y a plein de proverbes qui montrent à quel point il est vite devenu essentiel au quotidien. Et le côté moral ou religieux, il a joué aussi, hein? Oui, c'est le paradoxe. Même certains religieux, qui étaient réticents au début, ont fini par le recommander, en quelque sorte, comme un substitut préférable à l'alcool, bien sûr, mais aussi au tabac ou au kiff, le cannabis, qui était assez répandu. La thé, c'était vu comme un moindre mal, voire une boisson vertueuse par comparaison. Moins dangereux, plus social. Voilà. Et puis, il ne faut pas oublier les croyances populaires. On lui a vite prêté toutes sortes de vertus, médicinales, digestives. On disait même qu'il protégeait contre les maladies, surtout pendant les épidémies. Ça a contribué à son aura positive. Donc, si on résume, prestige, prix, convivialité, énergie, complément alimentaire, substitut moral, vertu supposée. C'est un mélange hyper puissant qui explique son succès fou. C'est exactement ça. Et tout ça fait qu'aujourd'hui, la thé au Maroc, c'est bien plus qu'une simple boisson. C'est un langage culturel, un pilier de l'hospitalité. Tu ne peux pas recevoir quelqu'un sans lui offrir un verre d'athé. C'est un marqueur identitaire très fort qui rassemble tout le monde, peu importe la région, la classe sociale. C'est vraiment un symbole d'unité nationale. Et une fierté culturelle aussi, j'imagine, quelque chose qui distingue le Maroc. Oui, absolument. Une fierté qui permet aux Marocains de revendiquer une spécificité, une culture unique. Et c'est aussi un exemple formidable de syncrétisme culturel. Comment une société prend des éléments qui viennent d'ailleurs, une plante de Chine, un commerce lancé par les Européens, et les transforme, se les approprie, les adapte, pour créer quelque chose de totalement nouveau, d'unique et de profondément marocain. C'est vrai que quand on retrace tout ce parcours, on part d'un remède potentiel ou d'un cadeau de luxe pour une toute petite élite, et on arrive à ce pilier absolu du quotidien, indispensable. C'est une histoire incroyable, faite d'imitations sociales, de changements économiques énormes, d'une adaptation culturelle hyper ingénieuse, et peut-être même au départ d'une légende fondatrice un peu orchestrée. Et ce qui reste le plus frappant, je trouve, c'est ce décalage temporel. On l'a vu, pour une grande partie de la population, l'adoption massive de la thé, c'est très récent, moins d'un siècle. Pourtant, aujourd'hui, il est vécu, perçu, comme une tradition immémoriale, ancrée depuis toujours dans l'histoire du pays. La mémoire collective a intégré cette boisson beaucoup plus vite
et plus profondément que l'histoire réelle ne le suggère. C'est une excellente remarque. Et ça nous amène peut-être à une dernière réflexion pour conclure cette exploration passionnante. Oui, peut-être que ce parcours de la taille, avec ce mélange d'adoption populaire spontanée, mais aussi de promotion plus ou moins délibérée par différentes forces politiques, économiques, culturelles, ça peut nous inviter à regarder différemment notre propre quotidien. Comment ça, Jassem? On pourrait se demander quelles autres habitudes, quels objets qui nous semblent évidents, familiers, ici au Maroc ou ailleurs dans le monde, pourraient cacher, eux aussi, des histoires similaires. Des histoires complexes, peut-être même un peu construites, façonnées par l'histoire, l'économie, la culture, sous leur apparence de banalité. Une belle invitation à gratter un peu le vernis des choses, à rester curieux et à chercher les histoires cachées derrière notre quotidien. Merci beaucoup pour cette analyse vraiment éclairante. Mais merci à toi, c'était passionnant d'en discuter.